On doit vraiment rester dans leur cahier des charges qu'ils attendent. Même le critère de l'emballage est pris en compte. Aujourd'hui, les blés et farines produits par les groupes agro-industriels sont forcément compatibles avec les processus de fabrication mécanisés. Et le résultat est là. Dans cette usine de brioche, chaque étape est chronométrée et rien ne dépasse. Première étape, bien évidemment, arrivée des matières premières, préparation des matières premières, pétrissage, environ une demi-heure, un temps de repos qui laisse ainsi à la pâte le temps de prendre du corps. C'est le test traditionnel, c'est le test en fait du bâton où on regarde la transparence du réseau protéique et glycémique. Et là, on peut dire que le réseau est bien organisé, ce qui est essentiel sur la qualité du produit. La phase de division avec laquelle on obtient des morceaux de pâte à un poids donné. L'étape de façonnage jusqu'à la mise en moule des produits. Entre le début du pétrissage jusqu'à l'emballage, intégrons environ 4h30, 5 heures de production. Et nos brioches sont fabriquées. Avec des farines devenues technologiques, un niveau de gluten maîtrisé, il est possible de produire de la boulangerie de manière standardisée, au centimètre, au gramme et surtout à la seconde près. Gagner du temps, c'est la dernière victoire de l'industrie. Car avoir un produit tout juste sorti du four, c'est le miracle demandé par les consommateurs qui veulent manger à toute heure. Une exigence rendue possible par la congélation. Un croissant sur deux, comme bon nombre des viennoiseries et des pains que nous mangeons chaque jour, passe par cette épreuve. Et pour que la pâte supporte cristaux de glace, décongélation et cuisson express dans ces fours, une seule solution, encore plus de gluten, sous forme d'additifs cette fois-ci. Or, en France aujourd'hui, plus d'1% de la population ne digère pas le gluten. Ces 600 000 personnes sont intolérantes au gluten, comme René. Bonjour. Bonjour. Alors, une baguette et 2 pains au chocolat, s'il vous plaît. S'il continue de fréquenter la boulangerie de son quartier, c'est pour le plaisir de sa famille. Bonjour. Car pour lui, le pain, les viennoiseries, les pâtes, les pizzas, tout ce qui est fait à partir de céréales contenant du gluten agit comme un véritable poison. Pour ne jamais absorber de gluten, même par contamination, René a dû prendre des précautions drastiques. L'organisation au quotidien, donc c'est un peu spécial. Depuis que j'ai su que j'étais justement intolérant au gluten, on a dû réorganiser un petit peu donc la cuisine. Chacun ses casseroles, chacun ses petits couverts en bois avec la petite lettre R pour bien savoir que c'est à René. Voilà, donc ne pas utiliser ceux-là qui sont pour toute la famille, quoi. Toute la famille sauf moi, bien sûr. Et quel est le risque si... Le risque, c'est justement que ça se mette dans le bois, quoi. Et puis, tout ce qui est casserole, tout ce qui est passoire, ne pas utiliser les mêmes. Donc voilà, et ça prend de la place, donc là, il n'y a plus de place, parce qu'il faut 2 casseroles et puis 2 poêles, quoi. Dans le frigo, c'est pareil, on essaye d'avoir des places bien spécifiques. Donc moi, mes produits sont à peu près à ce niveau-là. Alors, le beurre marque toujours un R, comme ça, je sais que c'est à moi. Parce que le problème, c'est la contamination en coupant le beurre avec les miettes qui sont sur le couteau. Donc ça peut poser problème. On va fermer. Et quel est le risque dans un cas de contamination? Le problème, c'est que nous, on n'est pas allergique. Une allergie, ça se voit tout de suite. Mais une intolérance, ça peut être dans 2 jours ou dans 3 jours, quoi. Donc c'est des ballonnements, c'est avoir très mal au ventre, surtout le mal de ventre. J'arrive avec les miens, moi. Il y a chacun les siens. Cette maladie s'exprime à retardement, de façon sournoise. C'est pourquoi il est souvent difficile d'établir un diagnostic. Pourtant, chez ces intolérants, le mal est bien là. Le gluten ronge à petit feu les parois de leurs intestins. Pas avec tes mains, s'il te plaît. C'est ce que René a vécu pendant des années, sans que personne ne comprenne l'origine de ces douleurs. Depuis l'enfance, quand j'avais très mal au ventre, on me disait que c'est parce que je voulais pas aller à l'école, que j'avais un devoir à rendre, alors que moi, je me tordais de douleur. En plus, je grossissais pas, j'avais mal au ventre, j'étais grand.
Donc maintenant, je mesure 1,80 m pour 70 kg à peu près, alors que je faisais dans les 50-55 kg. Ils ne cherchaient pas, quoi. Ils disaient, oui, vous avez mal au ventre, on va vous donner un cachet, ou alors ça va... C'est parce que vous êtes anxieux, c'est parce que vous êtes stressé, ça va se passer. Mais en fin de compte, ça ne se passait pas du tout, quoi. C'était de pire en pire. Tu étais pâle? Oui, j'étais pâle, donc ça n'inquiétait pas les médecins, quoi. Ils m'ont même fait, ça m'a toujours fait rire, c'est m'avoir retiré l'appendicite alors que je ne l'avais pas, quoi. En disant, oui, c'est parce que, bon, allez, on va vous retirer l'appendicite, comme ça, vous ne vous plaindrez plus. Si tous les intolérants au gluten se font opérer de l'appendicite alors qu'ils ne l'ont pas, quand on le sait à 40 ans, ça fait quand même mal, quoi. Alors qu'on a ça depuis le début. Est-ce que votre vie était en danger? À ce stade-là, oui, parce que vivre 39 ans intolérant au gluten, mangeant du gluten, donc je pense que mon intestin, il en a pris un gros coup, quoi. C'est vrai que le médecin avait dit vous auriez pu finir entre 4 planches. C'est quand même dommage de dire ça, parce que si ça avait été pris à temps, j'aurais pu manger du sans gluten depuis un bout de temps et être suivi, quoi. Mais j'aurais pu continuer comme ça encore 5 ans, et puis là, je serais plus là en train de vous parler, quoi. T'as plus faim? Non. Le diagnostic qui tarde. C'est l'histoire de la plupart des intolérants au gluten, qui mettent souvent entre 5 et 10 ans pour identifier leur mal, alors que leur organisme ne cesse de s'affaiblir. Cette intolérance, aussi appelée maladie cœliaque, est connue depuis l'Antiquité. Mais une étude récente a démontré que le nombre de malades augmente sensiblement depuis 50 ans. René est suivi à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le professeur Christophe Cellier, gastro-entérologue, spécialiste de cette intolérance. Alors, monsieur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il n'y a pas de souci depuis... Depuis, il y a toujours des petits problèmes de ventre. Et j'ai aussi des crampes assez souvent. Tenez, je vais vous examiner. Quand vous avez mal actuellement, c'est où précisément? Précisément, c'est ici, là. D'accord, c'est toujours au même endroit, et c'est soulagé par les gaz? C'est soulagé par les gaz et puis quand je vais aux toilettes. D'accord. Et des fois, ça peut être une crise... Posez la tête tranquillement. Ça peut être une crise qui dure assez longtemps. Voilà, vous me dites si je vous fais mal. Alors ça se traduit comment, la maladie cœliaque, en fait? Qu'est-ce que c'est? La maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le gluten induit une augmentation de l'immunité intestinale qui détruit progressivement la paroi interne de l'intestin, c'est ce qu'on appelle les villosités, et qui empêche d'absorber correctement les nutriments qui sont nécessaires pour vivre, comme le calcium, le fer, les différentes protéines, les vitamines. Et donc ça entraîne de la fatigue, de la diarrhée, un amaigrissement. Respirez. Tiens la langue, pas d'aftes dans la bouche. Ah si, ça aussi, des fois, j'ai des aftes qui apparaissent. Des aftes. Un des multiples symptômes de la maladie cœliaque qui en compte des dizaines possibles. Migraine, reflux gastrique, douleurs osseuses, ménopause précoce, diarrhée ou constipation. Donc là, maintenant, on va passer à la prise de sang et en fonction de ça, on se revoit pour voir s'il y a besoin de compléter ou non le bilan. La maladie peut aussi être silencieuse, sans symptômes. Le diagnostic est donc très difficile à poser. Seule solution pour la détecter, une prise de sang doublée d'une fibroscopie, un examen des intestins. C'est bon? On y va, là? Ce matin-là, le professeur Cellier doit justement vérifier si le régime sans gluten d'une intolérante est efficace. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire des prélèvements pour voir si le régime fonctionne bien, a bien normalisé tout à l'intérieur de l'intestin. On y va? Donc on introduit à la bouche, là, et puis Grâce à une caméra passée par la bouche de la patiente endormie, le médecin peut vérifier l'état de ses intestins. Dans l'ésophage, c'est le tuyau qui conduit de la bouche à l'estomac. Puis on se retrouve dans l'estomac. Et puis après, il y a une sorte de petite porte qu'on franchit, qui s'appelle le pylore. Une fois que cette porte est franchie, on se retrouve dans l'intestin grêle. Et là, on voit les villosités qui sont bien développées, c'est-à-dire qu'a priori, elle va bien absorber. Mais parfois, on a des petites surprises. À quoi ressemblerait un intestin malade? C'est beaucoup plus craquelé, fissuré. On a l'impression d'être abrasé, érodé.
Donc là, c'est beaucoup plus... à l'œil nu, en tout cas, mais ça, on le voit toujours après au microscope, ça a l'air plutôt rassurant et satisfaisant. La maladie cœliaque, c'est comme un iceberg. En France, ne sont visibles que les 80 000 malades qui ont été diagnostiqués. Mais selon les spécialistes, il en reste plus de 500 000 qui s'ignorent, des invisibles qui pourtant sont bien là. C'est 1% de la population. On pense qu'il n'y en a que 15% qui sont à 10% diagnostiqués. Ça veut dire qu'il y en a énormément qui sont peu ou pas diagnostiqués parce qu'ils n'ont pas beaucoup de symptômes. Et puis, parce que les médecins n'y pensent pas. En tout cas, c'est un problème conceptuel pour une maladie qui est quand même extrêmement fréquente et potentiellement grave, hein, puisqu'on peut développer des complications osseuses, des maladies auto-immunes, des cancers, et que ça mériterait quand même de... Bon. Alors le problème aussi, c'est que comme il n'y a pas de traitement, c'est juste un régime. Bon, généralement, c'est l'industrie pharmaceutique qui booste les recherches. Et là, il y a très peu de recherches sur cette maladie parce qu'il n'y a pas de médicaments derrière. C'est un peu le problème. Et voilà, parfait. Peu de recherches, mais pourtant, de nombreux travaux scientifiques se consacrent aux effets du gluten sur l'organisme. Et certaines études soulèvent une nouvelle question, celle d'un lien entre sensibilité au gluten et troubles du comportement. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Genève. Chez Stelior, une association qui étudie les causes et conséquences des intolérances alimentaires. Ce jour-là, devant un parterre de médecins, de scientifiques, d'étudiants et de curieux, un chercheur norvégien, docteur en neurochimie, vient exposer sa thèse. Le professeur Karl Reichelt est l'un des premiers scientifiques à avoir apporté la preuve d'un lien entre gluten et troubles neurologiques chez des patients ayant une prédisposition génétique. Regardez là. Vous voyez les nombreuses peptides opioïdes? Elles sont présentes dans une molécule de gluten. Il démontre que le gluten contient des molécules opioïdes, apparentées à la morphine. Chez certaines personnes, ces molécules traversent les parois intestinales, passent dans le sang et atteignent le cerveau, où elles agissent comme une drogue. Alors, est-ce que ces molécules arrivent dans le système nerveux central? Oui, elles y arrivent. Ces molécules peuvent alors perturber l'apprentissage, la socialisation ou encore jouer un rôle dans la dépression. Pendant 30 ans, tout le monde disait que j'étais le plus grand fou de la chrétienté. Mais l'an dernier, il y a eu 13 articles, des études scientifiques, qui montrent que le passage des intestins au cerveau est une réalité. Et donc maintenant, tout le monde dit « Ah oui, on voit que vous aviez raison, mais cela ne nous plaît pas. » La découverte, confirmée par d'autres chercheurs, ne concerne qu'une minorité de patients, particulièrement sensibles au gluten. Pas de panique donc. Et vous en mangez du gluten ? Ah oui, la seule chose que je mange pas, c'est du chocolat. Dans l'assistance, une jeune maman. Elle s'appelle Maëlle. Et si elle est très attentive, c'est parce que les propos de ce scientifique racontent l'histoire de sa fille. Tout près du lac Léman, côté suisse, voici Chania, 11 ans. Jusqu'à l'an dernier, cette petite fille avait beaucoup de problèmes. Des otites à répétition, mais surtout de grosses difficultés à l'école, tant dans l'apprentissage que dans les relations avec ses camarades. Tu me fais rire. Bon, on va rentrer à la maison, on va aller goûter. Hein, ça marche ? C'est ok pour demain que j'aille manger chez Lisa? Oui, c'est ok. Je vais téléphoner à sa maman, mais par contre, il faut que je te fasse à manger. Hein. Tu manges pas comme Lisa, tu sais ça. Oui, je sais. Pas toujours facile d'aller déjeuner chez les copines. Il y a un an, des analyses ont montré que l'intestin de Chania ne digère pas les fameuses molécules décrites par le chercheur norvégien. Depuis, elle suit un nouveau régime alimentaire sans gluten et sans lait, car elle n'assimile aucun des deux. Et pour les déjeuners à l'école, c'est toute une organisation. Qu'est-ce que tu manges, toi, à l'école? Maman, elle me donne, par exemple, voilà, je vais vous montrer. Elle me donne la petite boîte avec
c'est mon panier repas, bah, elle me donne avec mon manger dedans. Et le midi, je descends au petit resto avec mon panier repas. Et là-bas, je fais réchauffer au micro-ondes. Et du coup, les copains, ils t'interrogent là-dessus? Enfin, il y a un peu tout le monde qui me regarde et tout. Puis au bout d'un moment, c'est un peu énervant. Parce que je me sens un peu différente. Et puis ça me bouleverse un petit peu. Pas tous les jours facile d'être un peu différente, pourtant, c'est un effort qui, en 4 mois, a porté ses fruits. Attends, au début, j'y croyais pas, mais quand j'ai vu les changements, ça fait paf, et puis j'y ai cru. Je peux t'aider? Oui, tu peux mettre des chéris. Tiens, tu prends la farine de châtaigne. J'ai de la farine de riz par là. Pas un grain de blé dans toutes ces farines. Tiens, tu prends la farine de riz, chouchou. Chania n'est plus la même. Ce n'est pas sa mère qui le dit, c'est elle. D'amandes, c'est pareil. Avant, il faut dire que j'étais assez agressive avec mes camarades. Je me fâchais beaucoup avec mes copines et puis après, j'étais triste. J'étais de mauvaise humeur. Puis quand on était devant le travail, j'avais pas envie de faire. Je dessinais au lieu des leçons. Je suivais pas et puis je faisais des mauvaises notes parce que je suivais pas. Et puis c'est que j'arrivais pas à être concentrée. Et puis... T'écornais tes livres aussi. Voilà, j'écornais mes livres, je savais pas quoi faire au lieu de mon travail. Alors que maintenant, ça va beaucoup mieux, je fais plus ça, je suis bien concentrée, je suis bien dans mon travail. Et puis, je suis plus agressive avec mes camarades. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de conflits avec ses petites copines. Elle avait vraiment de la peine à je sais pas, peut-être à tisser un lien par... Moi aussi, si elles me cherchent, elles vont me trouver. C'est vrai qu'elle a du caractère, mais en delà de ça, Chania, je pense qu'elle elle était tellement speed, je devrais dire, tellement... J'étais dans tous les sens, j'étais agitée. Agitée, voilà. Et je pense que ça effraie aussi les autres petits camarades. C'est peut-être pas mon moyen de se faire des petits copains ou de les garder en étant justement brusque. Ou tu veux... Attends, je vais goûter. De rien. Je mets dedans. Tu mets tout dedans, ouais. Et les effets concrets du changement alimentaire se mesurent aussi sur ses résultats à l'école. J'ai eu un retour positif de la maîtresse de Chania. Les notes, il me semble que... Ouais, ça va beaucoup mieux, les notes. On parlait de redoubler, parce qu'elle n'avait pas emmagasiné sa 5e primaire. Et puis là, il semblerait qu'elle passe en 6e, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, la maîtresse, pour l'instant, elle est très fière de moi. Donc c'est cool, faut que ça continue. Pour que Chania continue à s'épanouir, il faut qu'elle mène la vie la plus normale possible. Son régime très strict ne doit pas lui fermer la porte de la gourmandise. Est-ce qu'il est trop sec? Est-ce qu'il est trop... Il y a le goût du riz. Ah ouais, super. Mais c'est bon. Il n'y a pas de goût de riz, chérie. Moi, je trouve très bon. C'est vrai qu'il est très bon. Et la prochaine fois, essaye de le faire un petit peu plus moelleux. oui, chérie. À vos ordres. C'est désormais une obligation pour Maëlle. Savoir tirer parti d'ingrédients très inhabituels, comme ces farines de châtaigne, de riz ou de souchet, qu'on appelle aussi amandes de terre, de chanvre ou encore de teff, venu d'Éthiopie. Retour à Genève. Bonjour tout le monde. On va faire un cours de cuisine. À l'association Stellior qui se consacre aux intolérances alimentaires. C'est là que Maëlle apprend à faire ce qui semble impossible, du pain sans gluten. On va mélanger les farines. Ce n'est pas de la farine de blé, mais un mélange de farine de riz et d'arrowroot, une plante réunionnaise. Il y a aussi de l'amidon de tapioca. Tout. Voilà. Ensuite, celle-ci. D'accord. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la gomme de goire. De la gomme de goire, un liant naturel pour la pâte. On peut donc remplacer les propriétés culinaires du gluten à condition de savoir s'y prendre. Vous pouvez donner ces ingrédients à une personne et puis c'est le savoir-faire.
à savoir de la température. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et donc, c'est vraiment des secrets qu'on doit donner aux personnes qui ont besoin et que ça leur change la vie. À la maison, j'ai beau essayer de faire du pain, mais j'arrive pas à faire un aussi bon pain qui est fait elle. Il est succulent, on le fait toaster le matin, etc. Et je pense que le pain, c'est très important parce qu'il est ancré dans la culture française. Si on n'a pas notre baguette, notre pain à table, c'est bof. 1 heure de cuisson à 200 degrés. J'enlève celle du haut. Et voilà, des petits pains sans gluten, mais gonflés et croustillants. Encore un peu celle du bas. Dans ce cours, on apprend à réussir tous ces fondamentaux du quotidien que sont les sandwichs, les pizzas, les gâteaux ou les lasagnes. C'est excellent. Excellent. Génial. Mais tout le monde ne peut pas consacrer autant de temps et d'énergie à la préparation des repas quotidiens. À Paris, nous avons retrouvé René, qui doit parfois s'en remettre à ce qu'il trouve dans les supermarchés. Identifier des produits sans gluten relève alors du parcours du combattant, une véritable traque aux étiquettes. René, en habitué, vient toujours avec sa loupe. La ratatouille. Cuisinée à la provençale. Aubergines, des oignons coupés, c'est bon, toujours bon, poivron rouge. La farine de blé. Ah, c'est dommage. Dans de la ratatouille, mettre de la farine de blé, c'est quand même dommage. Je regarde, chips de pommes de terre. Nous, intolérants, on met toujours le doute sur le produit. On n'est plus sûr à 100% du produit. Quand je vois des chips, normalement, c'est à base de pommes de terre. Voilà, donc après, ils rajoutent d'autres choses. Et puis, pour nous, ça nous embête un petit peu. Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans le produit réellement. Du filet de poulet. Ah. Donc là, normalement, on ne devrait pas avoir de gluten et c'est marqué gluten dessus. Donc malheureusement, pas consommable par nous. Pourquoi du gluten dans le filet de poulet, je ne sais pas. On va regarder le jambon, on ne sait jamais. Le jambon, c'est bon. Donc je ne vois pas pourquoi il y en a dans certains produits comme le filet de poulet. Et dans le jambon, j'en trouve pas. Donc c'est quand même bizarre. C'est pas bien compliqué, je peux manger de tout, sauf 3 petites graines, 3 petits grains. C'est pas bien compliqué, je peux manger de tout, seulement ces 3 petites graines, il y en a partout. Pas de pizza, de spaghetti pour moi. Le poisson c'est ok, enfin, faut pas qu'il soit pané. Évidemment pas de pain, pas de hamburger, pas de bière, non, pas de bière. Pas de sandwich, et toujours se méfier des plats préparés. Attention, surtout attention à ce qu'on met dans les produits surgelés. Soupe, bouillon de volaille, saucisses, surimi, bonbons. Dans tous ces produits, le gluten est utilisé par les industriels comme un additif liant, émulsifiant ou épaississant. C'est pas bien compliqué, je peux manger de tout, seulement ces 3 petites graines, il y en a partout. Heureusement pour René, quelques produits spécifiques sont apparus dans les rayonnages. Mais encore, alors, faut-il les localiser? les plats cuisinés, tiens. Direct, ravioli. Pour l'instant, c'est la chasse au trésor, parce que j'en ai eu tout à l'heure à l'entrée, il y en a encore ici, et il y en a là. Heureusement qu'il y a le sans gluten en rouge, là, et l'épi de blé barré. Ça, c'est bon, donc ça, on prend systématiquement. Ce logo est celui de l'Association française des intolérants au gluten. Il apporte la garantie de l'absence de gluten dans le produit qui le porte. Aujourd'hui, le logo est apposé sur plus de 700 produits, mais en général, c'est plus cher. Au niveau des prix, donc c'est du simple au double. Donc je vois la blanquette de volaille, c'est 4,50 €, alors que des produits non consommables par nous, ils sont à 2,30 €, 2,50 €. Donc c'est quand même du simple au double. C'est plus cher, mais René n'a pas le choix. L'essentiel de son alimentation fait de lui le consommateur captif d'un nouveau marché en plein développement. Celui de ses clients longtemps cantonnés à quelques marques de produits diététiques, aujourd'hui convoités par les poids lourds de la grande distribution. Lorient, en Bretagne. Où nous avons rencontré la responsable de cette nouvelle offre pour une grande enseigne de supermarché. Les produits sans gluten de cette marque distributeur sont en vente depuis 6 mois.
elle vient prendre la température sur le terrain. Et là, les plats cuisinés, ils marchent bien ou pas? Est-ce que ça commence à se faire connaître? Parce que c'est vrai que c'est un... C'est moyen, honnêtement. C'est moyen. Les meilleures rotations, c'est dans le pain, les pâtes et les biscuits. Et les plats cuits en dernier. On peut dire aujourd'hui que sur 50 références, tous les produits sont achetés par nos clients. Je peux même dire qu'on attend avec impatience un élargissement de la gamme aussi. D'accord. Comme 600 000 personnes seraient concernées en France et encore peu diagnostiquées,